Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Les vraies voix du sport avant la Pro D2 et le service rugby, la Dream Team Rugby des vraies voix de Sud Radio, après les vraies voix du sport. Et comme on est en année de Coupe du Monde, on va avoir du football tous les soirs, tous les vendredis soirs, de 19h à 19h25 environ. Et ce soir, on va faire un point sur la Ligue 1 et la Ligue des Champions, puisque la Ligue 1 a bien commencé et que la Ligue des Champions revient lundi et mardi avec deux gros chocs. Un choc franco-italien au Parc des Princes, PSG Juventus, et un choc anglo-français, Tottenham-OM du côté de Londres. Avec nous, alors il y a un Parisien, un Marseillais, c'est parfait. Salut Clément Pernia. Bonsoir Philippe. Journaliste sportif, football, auteur des livres Une histoire populaire du PSG, PSG 2010-2020, une décennie pour rêver plus grand, et La République du foot. Et direction Marseille, bonsoir Christophe Casanova, journaliste sportif à la Marseillaise. Bonsoir. Alors, on va faire le point déjà dans le premier quart d'heure sur la Ligue 1 et ensuite on parlera de la Ligue des Champions. Allez, les deux seuls clubs français à avoir gagné une Coupe d'Europe, le PSG et l'OM, sont premiers ex-aequo avec un beau troisième premier ex-aequo. Lens, est-ce que c'est une surprise, Clément ? On va dire que la manière est une surprise, notamment pour Marseille et Lens. Pour Paris, c'est une surprise. C'est pas une surprise de les voir premiers, c'est une surprise après 2 années d'ennui, 2 années de jeu très décevant, de voir l'ère Galtier si bien démarré, de voir un jeu si fluide, de voir des joueurs si concernés, si impliqués. Oui, c'est une surprise de voir ce PSG aussi beau qu'on ne l'avait pas vu depuis des années presque. Pour Marseille, c'est une surprise aussi parce que l'intersaison a été délicate. Oui. On a vu, Christophe, je pense, me confirmera, mais Sampaoli a démissionné de manière très précoce. Les débuts d'Igor Tudor n'ont pas été un long fleuve tranquille. On le donnait partant rapidement. Et au final, comme c'est souvent le cas à Marseille, quand la machine s'enclenche bien, il y a une vraie dynamique populaire derrière, le stade suit, les supporters suivent, tout se passe très bien. Et puis alors le Racing Club de Lens, alors là c'est vraiment la belle histoire. On avait déjà vu une équipe qui jouait super bien l'an passé avec un 3-4-3, Franck Hez qui fait super bien jouer son équipe, des joueurs plein de panache, plein d'envie, qui osent tenter des choses qu'ils ne pensaient peut-être pas être capables. Et là cette saison ça se confirme. Alors ça prend peut-être 2 buts par match, mais ça en met 5, ça en met 4, ça en met toujours plus que l'adversaire. Et c'est beau à voir, c'est peut-être l'équipe la plus belle à voir de ce début de saison. Même avis du Marseillais avec le Parisien, Christophe Casanova ? Tout à fait. Après, pour parler... attention, la ligne n'est pas très bonne. Allô, Christophe, tu peux bouger, je ne sais pas. Allô ? Ouais, vous m'entendez ? Là, c'est bon, tu peux y aller, oui. Oui, je disais... à Marseille, c'est une surprise en effet. L'intersaison agitée, le départ de Sampaoli, un entraîneur qui avait ramené l'OM en Ligue des Champions, qui lui avait donné un style de jeu, une énergie et une identité. Beaucoup de déceptions à son départ. Mais la direction du club a pour le moins bien joué l'affaire puisque le recrutement de son successeur s'est fait dans la foulée. Igor Tudor est arrivé, une grosse bronca au Vélodrome pour son premier match, c'était une sorte de bienvenue à Marseille. Et voilà, ça ponctuait quand même une série de matchs de préparation qui était assez calamiteuse. Calamiteux, oui, les matchs étaient calamiteux, beaucoup d'inquiétudes. En effet, les résultats qui ont suivi ont comment dire, retourné au Vélodrome. Après, je pense qu'il y a quand même une attente. On a ce rendez-vous de la Ligue des Champions tout à l'heure vient avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'interrogations en réalité. Mais oui, ce début de saison est assez surprenant et on satisfait assez. Alors justement, il y a eu, on va parler un peu du mercato, mais le gros mercato finalement pour les deux clubs, c'est les entraîneurs. Comme tu le disais, Clément, il y a un effet Galtier, parce qu'on n'avait plus vu jouer le PSG de manière aussi chatoyante, malgré l'arrivée de Messi notamment, depuis belle lurette. Galtier, il est arrivé dans un contexte quelque part assez favorable, dans le sens où il ne pouvait pas faire pire que son prédécesseur, qui avait laissé le PSG... Tu es cruel, là, non, mais c'est pas faux. C'est la vérité, le PSG jouait extrêmement mal, il n'y avait aucun plaisir, les supporters ne voulaient plus venir au parc, l'équipe était certes championne, mais éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions. Il n'y avait aucun plaisir qui se dégageait de cette équipe et de ce club. Là, Galtier arrive. Galtier, c'est quelqu'un qui ne manie pas la langue de bois, qui a un style direct,
on le connaît depuis des années en Ligue 1, qui arrive avec des idées aussi. Il arrive avec un nouveau système au PSG, chose que son prédécesseur n'avait pas osé faire, une défense à 3. On le sait, Paris a Sergio Ramos, Marquinhos et Kimpembe en défense. Ça fait des années que les supporters et beaucoup de gens en club réclament la mise en place de ce système. Galtier a osé le faire. Donc il a aussi adopté un management avec les joueurs assez direct, assez franc. Il a directement posé les bases et alors la clé aussi au PSG, c'est sa relation avec Luis Campos, le directeur sportif. Oui. Le gros défaut au Paris Saint-Germain ces dernières années, c'est souvent les querelles entre le directeur sportif et l'entraîneur, que ce soit Leonardo et Pochettino, oui. Antero Henrique et Thomas Tuchel. Là, les deux sont sur la même longueur d'onde. Donc ça permet à tout cet ensemble de bien travailler. Tu ajoutes à ça des joueurs surmotivés, soit par des critiques d'une mauvaise saison dernière et aussi par la Coupe du Monde qui arrive. Oui. Ça fait un cocktail qui est vraiment très très bon pour l'instant. Christophe, justement, l'effet Tudor, parce qu'on disait il n'avait pas commencé la Ligue 1, qu'il était déjà partant, on annonçait même déjà Laurent Blanc. Maintenant, les supporters marseillais commencent à soutenir Tudor, la mayonnaise commence à prendre. Je crois que les supporters soutiennent d'abord le club et leur équipe en réalité. Je crois que c'est surtout ça. Et les bons résultats. Ah, Christophe ? Allô, on a à nouveau le même problème avec la ligne téléphonique. Christophe ? Allô ? On rappelle immédiatement sur une autre ligne. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a quand même un effet Tudor aussi, parce que les matchs étaient calamiteux. Une défaite contre le Milan AC en amical au Vélodrome, cataclysmique. Des matchs où ils montraient rien. Et là, finalement, Marseille est quand même premier. Et c'est quand même pas rien. C'est vrai. Alors. Pour Marseille, attention à l'enchaînement des matchs avec la Ligue des Champions, c'est qu'ils ont peut-être pas l'effectif aussi riche que le PSG. Donc là, les premiers tests vont arriver maintenant. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que il a osé, il n'a pas eu peur. Il est arrivé, comme l'a dit Christophe, avec beaucoup de critiques et pourtant il a osé mettre Dimitri Payet, le capitaine de l'an passé, sur le banc. Oui. Il a osé instaurer un système à 3. Il a fait des choix. Il a sorti Pape Gueye dans la rotation. Il a monté Guendouzi dans la ligne de 2 offensive. Voilà, Payet qui n'était pas remplaçant, qui est titulaire désormais. Il y a une vraie forme de management et de confiance qu'il a acquise au fil des matchs. Et voilà. Ce qui rend légitime un coach, ce qui le légitime et ce qui lui confère une vraie aura aux yeux des supporters, c'est des choix assumés, des choix qui fonctionnent. Pour l'instant, Tudor, il est dans cette ligne. Les vraies voix, 19h12. On parle football en cette reprise, la reprise déjà faite de Ligue 1, mais surtout de Ligue des Champions. Ce sera à partir de mardi. Les clubs français joueront mardi et mercredi. On n'en a malheureusement que 2 avec l'élimination de Monaco par le PSV Eindhoven. Une élimination qui laisse quand même un goût amer en travers de la gorge, même si Eindhoven s'est fait sortir par les Glasgow Rangers au tour suivant. Ça, c'était peut-être pas prévu. Et on va parler justement du retour de la Ligue des Champions avec un tout petit mot sur le mercato aussi. Pas des entraîneurs, mais des joueurs. Restez bien avec nous dans les vrais du sport de Sud Radio. Et c'est à la musique donne le frisson. C'est à partir de mardi au Parc des Princes pour le PSG. Et ce sera, moi j'aime bien garder les noms des stades avant le naming, à White Hart Lane pour l'OM face à Tottenham. Alors on a un problème, il y a un orage du côté de Marseille et on a la ligne avec Christophe Casanova qui est vraiment pas bonne. On va continuer avec toi. J'espère que c'est pas prémonitoire pour la soirée de mardi. Oui, justement, tiens, on va commencer pas par le PSG mais par l'OM, comme on a plus parlé du PSG. Tottenham, quand on a en face de soi un certain Harry Kane en face, on peut dire que les Marseillais risquent de sentir passer l'orage et même la tempête. Clairement, l'OM n'est pas favori sur cette rencontre. C'est le match le plus difficile. Déjà, Tottenham, l'équipe est la plus difficile de la poule. Finaliste de la Ligue des Champions il y a 2 ans. Il y a 2 ans, plus à l'extérieur, encore plus en Angleterre. J'ai regardé leur début de saison, c'est très cohérent, c'est très solide. Ça gagne, peut-être pas toujours de manière brillante, mais ça gagne. Ces dernières saisons, ils ont connu des saisons plus délicates. Là, Antonio Conte, avec le temps, a pu imposer ses idées. L'équipe joue dans un système similaire à celui de l'OM, avec 3 défenseurs. Devant, l'attaque avec Son, le Coréen, et Kulusevski fonctionne super bien. Harry Kane est un joueur de classe fabuleux. Moi, un des meilleurs attaquants du monde aujourd'hui. C'est exceptionnel, tout ce qu'il fait, ses déplacements. C'est peut-être plus le Harry Kane il y a 3-4 ans, mais c'est archi brillant. Et puis il y aura la pression du stade anglais de Tottenham. Il y a une vraie ambiance là-bas. Donc, alors on peut aussi se dire que l'OM n'a rien à perdre. Et surtout, ils ont quand même eu le meilleur tirage qu'ils pouvaient espérer. Tirer l'Eintracht Francfort dans le premier chapeau, on évite quand même. Oui, on évite quand même Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich, rien que ça. Le Sporting,
D'accord. Qui fait un début de saison très compliqué, le Sporting. Ils viennent d'enchaîner 2 défaites, ils sont 12e du championnat portugais. Si Marseille n'accroche pas au moins la Ligue Europa, ce serait un gros échec. Ah oui, ce serait un fiasco. C'est un fiasco. Surtout que l'OM a un passif récent douloureux en Ligue des Champions, avec un total de 0 points il y a quelques années. Absolument. Là, l'OM ne peut pas se rater. Mais ils étaient dans le groupe de la mort. Ils avaient Dortmund, Liverpool Dortmund, Arsenal et Naples. Dortmund, Arsenal et Voilà, Naples. c'était un groupe difficile, mais de là à faire 0 points quand même, c'était assez sévère. Je savais que c'était des rouges anglais, mais c'était pas Liverpool, c'était Arsenal. Et non, l'OM ne peut pas terminer. Enfin, si l'OM peut terminer dernier, mais ce serait un vrai échec. Moi, je pense que l'OM peut même se qualifier. Ça doit figurer dans les objectifs de l'équipe, surtout que Marseille joue bien, Marseille fonctionne bien en ce moment. Il y a eu des investissements faits. Je pense on voulait parler du mercato de Klose et Tavares sur les côtés, ça fonctionne super bien. Oui. Alexis Sanchez néo-international notamment. Ouais, pour l'instant, ça roule. Derrière, ils ont pris l'ancien défenseur de Manchester United, Eric Bailly. Donc l'OM doit avoir. Moi, je pars du principe que l'OM doit être ambitieux, l'OM doit tenter, l'OM doit vouloir se qualifier. Ça sera pas facile avec l'enchaînement des matchs. Ce sera pas facile parce que les équipes en face, Tottenham et Francfort notamment, c'est des équipes qui jouent bien au ballon, qui ont une expérience. Il faudra faire le max de points à domicile parce que les déplacements seront très compliqués. Ouais, attention à ce que Francfort ne joue pas à domicile au Vélodrome. On connaît la manie des supporters de Francfort qui avaient rempli le Camp Nou de 30 000 supporters. Oui. Et là, j'ai vu qu'apparemment ils envisagent de faire pareil au Vélodrome et d'envahir le Vélodrome d'Allemand. Faut acheter les places du côté de la Canebière. Alors exactement. Là, donc les supporters marseillais ont tout intérêt à se dépêcher sur les places. Donc oui, l'OM doit être ambitieux. Peut-être que ce sera compliqué pour mardi, mais la campagne européenne de l'OM doit se valoir ambitieuse et l'OM doit viser la qualification. Alors le PSG, ça commence mardi avec un club qui ne réussit absolument pas au club français puisque la Juve a été éliminée une seule fois par un club français, c'était par l'OL. Il y a l'année en 2020, quand le PSG s'est qualifié pour la finale et que l'OL a été éliminé par le Bayern en demi-finale, Juventus, c'est quand même jouable. En ce moment, ils sont 2 victoires, 2 nuls. Ils sont pas franchement convaincants. Rabiot est a priori blessé. Pogba, on sait les problèmes qu'il y a en ce moment. Bon, ils vont quand même déjà retrouver Di Maria, par contre. Di Maria qui a joué, il me semble, cette semaine. Moi, j'aime bien cette poule du PSG. Elle me fait penser. Alors, il y a Benfica, encore des Portugais. C'est Delis Boët en plus. Maccabi Haïfa. Et le Paris c'est un peu le retour dans les années 90 pour le PSG. Oui, un très mauvais souvenir le Maccabi Haïfa. Voilà, exactement. Et non, c'est une super poule. Déjà, ça change. Le PSG a pas joué à la Juventus Turin depuis des années. Oui, 10, très longtemps. 15, 20 ans peut-être. Après, le cas de figure est différent par rapport à Marseille parce que Paris fait partie des favoris. Donc dans tous les cas, là, il n'y a pas la crainte de devoir battre un tel ou un tel. Le PSG est en mesure de battre tous ses adversaires. Même la Juventus Turin, a priori, Paris... de par ce début de saison et de par l'effectif du club, paraît supérieur à cette équipe de la Juve. Attention, ce sera pas facile d'aller jouer à Turin, ce sera pas facile d'aller jouer à Lisbonne. Mais là, si c'est une poule à la fois pas trop facile pour ne pas s'endormir et arriver en phase finale. Il y a eu pire. Voilà. Et en même temps, pas injouable non plus, type la poule du Bayern, du Barça et de l'Inter. Est-ce que justement, quand on voit comment Paris s'est fait éliminer la saison dernière en finissant 2e de poule, en faisant un match qui était un non-match à Bruges, est-ce qu'il va pas falloir soigner les points contre Maccabi Haïfa et contre Benfica. Même contre la Juventus Turin, le PSG doit finir premier de cette poule, avec tout le respect qu'on a pour la Juve, qui est un immense club. La vieille dame. La vieille dame, voilà, exactement. Paris a la meilleure attaque du monde, une équipe qui tourne parfaitement bien avec Neymar et Messi qui sont à fond les ballons en ce moment. Donc en plus là, Paris a la chance de les jouer tout de suite au Parc des Princes. Donc là, c'est le moment de l'accueillir à froid. Non, je pense que Paris, vu la dynamique du moment, doit s'imposer. Attention quand même à l'ADN de ce club qui est de se faire piquer par ses anciens. Oui. Là, Draxler vient de signer à Benfica et Paredes et Di Maria vont signer à la Juventus Turin. Ça ne m'étonnerait pas que les trois mettent un petit but des familles. Justement, on est dans les VV, les vraies voix du sport. Est-ce que le PSG a passé VV au milieu de terrain, Verratti, Vitinha, puis l'arrivée du Portugais qui est fabuleux? Ça marche super bien ce système à deux milieux. Vitinha, Verratti on connaît son niveau, et puis quand il est dans cette forme physique, c'est exceptionnel. C'est un des meilleurs milieux du monde. Vitinha, révélation absolue. C'est l'un des seuls presque qui paraît avoir plus de dimension athlétique et de rythme que Verratti à côté. On a toujours eu l'habitude d'avoir le Verratti le plus dynamique à côté de joueurs un peu plus physiques et moins... des Paredes, des Danilo, un peu plus... des Thiago Motta.
Rota à un peu plus l'époque. emprunté ou alors un peu plus moins technique, etc. Là, Vitinha, c'est un joueur qui se projette très très vite, c'est une révélation. Il n'hésite pas à jouer vite vers l'avant, il est technique, il a une dimension athlétique, il court un nombre incalculable de kilomètres par match. Il fait des courses à l'Edgar David, donc c'est en super. kilométrage. Et tu ajoutes à ça Fabian Ruiz, l'Espagnol qui vient de signer, qui va pouvoir être dans la rotation. Non, là, le PSG a tout pour réussir. Attention, voilà, la Ligue des Champions, c'est pas la Ligue 1. La Juve, ils ont une expérience, l'expérience des clubs italiens, le vice, l'expérience, etc. Mais Paris, moi, je suis pas inquiet et je pense que devrait faire la différence dès mardi au Parc des Princes. Allez, 2 pronostics. PSG Juve. PSG Juve 2-0 pour Paris. Moi, je mettais 3-1. Et Tottenham OM. 2-0 pour Tottenham. Ah bah là j'ai exactement le même pronostic, même si j'espère me tromper et que l'OM aille sortir au moins un nul. Et allez, Paris premier de poule. Paris premier de poule et allez l'OM, on va espérer deuxième quand même. Mais ce serait un très très bon résultat pour Marseille d'aller faire match nul à Tottenham. Un match nul à Tottenham, ce serait un super résultat. Merci beaucoup Clément Pernia, toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Auteur de 3 excellents livres, une histoire populaire du PSG, publié chez Hugo Sport, PSG 2010-2020, une décennie pour rêver plus grand, chez Talent Sport, et La République du foot, qui est plus foot et politique là, publié chez Amphora. Et maintenant, après le ballon rond, on va passer au ballon ovale. Salut Alexandre Priam. Salut Philippe. Tiens, tu vois le PSG battre la Juve et Marseille faire un bon résultat. Pour la première fois de son histoire. Ça serait bien pour la première fois de son histoire. Oui, c'est vrai. Paris n'a jamais battu la Juventus. Oui, je vois la Juventus capable de finir derrière Paris. Ce serait super pour les clubs français. Par contre, pour Marseille, ça paraît un peu plus compliqué, notamment du côté de Tottenham. Ouais. Ça va être compliqué. Alors maintenant, on va parler de Pro D2 ce soir avec la Dream Team Rugby de Sud Radio. Ouais, avec la deuxième journée qui commence dans quelques instants sur Sud Radio. Hier, Béziers a battu Mont-de-Marsan 26-24. On a 6 rencontres à 19h30. Oyonnax, Vannes, Biarritz, Rouen, Colomiers, Aurillac, Aix-en-Provence, Carcassonne, Montauban et Nevers, Soyons-Angoulême. Et puis à 21h, notez bien 21h et non plus 20h45, c'est Agen-Grenoble sur Sud Radio avec toute l'équipe. On sera avec Charlotte Diré, avec Quentin Cavani, Julien Thomas, Philippe Spanghero. Toute l'équipe est là, avec Mathieu Delzovo aussi ce soir du côté d'Armandie. Ça promet une très belle soirée, Philippe. Bon, mais ça promet toujours une magnifique soirée quand il y a le rugby sur Sud Radio. C'est le début du top 14. Absolument, et ça nous fait déjà rêver à un an, quasiment jour pour jour, du début de la Coupe du Monde. Allez, on se retrouve dans Les Vraies Voix lundi 17h en compagnie de Cécile de Ménibus et des VV. Et tout de suite, rugby sur Sud Radio.